Un jury se prononce officiellement contre Elon Musk dans son procès existentiel contre OpenAI. 70% des Américains déclarent préférer vivre près d'une centrale nucléaire plutôt que d'un centre de données d'IA. Et ChatGPT se connecte directement à votre compte bancaire. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la révolte populiste et de la convergence des modèles ce lundi 18 mai 2026. L'industrie de l'intelligence artificielle gagne devant les tribunaux, mais perd rapidement l'opinion publique. Un jury a officiellement statué contre Elon Musk dans sa tentative de détruire OpenAI, éliminant ainsi un obstacle juridique majeur avant l'introduction en bourse très attendue du laboratoire. Et OpenAI se développe de manière agressive, lançant officiellement une nouvelle fonctionnalité qui connecte ChatGPT directement aux comptes bancaires et d'investissement des utilisateurs via Plaid. Cependant, l'empreinte physique de cette technologie fait face à un contre-coup populiste massif. Un nouveau sondage Gallup révèle que 70% des Américains s'opposent à la construction de centres de données dans leur ville, rendant l'infrastructure d'IA moins populaire que les centrales nucléaires locales. Pour survivre à cette opposition réglementaire et publique, les entreprises pivotent discrètement. Nous découvrons comment OpenAI a secrètement poussé des modèles OpenWeights très performants que les entreprises peuvent exécuter localement, entièrement hors ligne. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Dijamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche. Et rendu possible par notre partenaire Eria. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. Si on imagine, juste une seconde, une foule en colère sur Internet qui se met à insulter, à démolir complètement un chef-d'œuvre de Claude Monet, vieux d'un siècle. Ouais, avec une agressivité vraiment inouïe. Exactement. Et tout ça pour une seule et unique raison. Ces gens sont intimement persuadés de combattre une intelligence artificielle. C'est fou. On est le 18 mai 2026, et c'est littéralement l'année où la haine aveugle de la machine a poussé l'humanité enfin à rejeter son propre génie historique. Je suis vraiment ravie de me plonger là-dedans aujourd'hui. C'est une entrée en matière assez frappante. Mais ça capture parfaitement l'essence du paradoxe qu'on traverse actuellement. En tant qu'analyste des droits numériques, on observe une dissonance cognitive totale à l'échelle mondiale. C'est clair. D'un côté, la technologie atteint enfin une véritable échelle pour les entreprises. Et de l'autre, elle subit un rejet public d'une violence inédite, quoi. Un rejet qui n'est plus seulement théorique sur Internet, mais vraiment physique. Ok, décortiquons ça. Parce que pour comprendre comment cette industrie tente de survivre et de pivoter vers une utilité pratique, il faut d'abord analyser cette fameuse réaction épidermique. Ouais, il faut remonter à la source. L'incident avec la peinture de Monet, c'est pas sorti de nulle part. C'est l'artiste numérique SHL0MS qui a orchestré ce quiage sur le réseau X. Ah oui, c'était magistral. Il a posté une image en disant genre que c'était généré par un algorithme pour imiter le style impressionniste et il a juste demandé des critiques. Et là, la mécanique des réseaux sociaux a fait le reste. La meute s'est complètement lâchée. Mais totalement, les commentaires pluvaient pour dénoncer une, je cite, bouillie sans émotion. Aïe. Des gens disséquaient avec un sérieux absolu la gestion catastrophique des reflets sur l'eau ou le manque flagrant de profondeur. Ils y voyaient une froideur mathématique. Sauf que le petit détail qu'ils ignoraient, Sauf que l'image, c'était une véritable photographie d'une authentique toile des nymphéas de Monet, peinte vers 1915, quoi. Il y avait absolument 0 pixel artificiel. ce qui est fascinant ici, c'est l'illustration parfaite d'une aversion pavlovienne. Ce fameux Monet-Gate, ça corrobore des études sociologiques très sérieuses. Ah ouais, les trucs en Norvège, c'est ça? C'est ça, des recherches norvégiennes de 2024. Les résultats montraient déjà que, lors de tests en aveugle, les gens préféraient souvent l'art généré par des algorithmes. La composition mathématique plaît à l'œil en fait. D'accord, mais dès qu'ils savent que c'est une machine... Dès l'instant où l'étiquette IA est posée sur l'œuvre, paf, un biais cognitif ultra intense s'active. Le jugement esthétique s'effondre, c'est remplacé par un rejet moral, pur et simple. En fait, c'est l'équivalent d'un test de Turing inversé. Exactement. L'humanité échoue à reconnaître son propre génie juste parce qu'on a suggéré la présence de la machine.
Le mot IA lui-même est devenu radioactif. Totalement radioactif. Mais là où ça transforme cette anecdote culturelle en un problème géopolitique majeur, c'est que ce rejet de la bouillie numérique a quitté Internet pour atterrir dans le monde physique. Ouais, le béton, les câbles. Voilà, l'infrastructure est perçue comme un parasite. Si on regarde le dernier sondage Gallup, les chiffres sont dingues. 70% des Américains s'opposent catégoriquement à la construction de centres de données IA près de chez eux. C'est un chiffre massif. Pour donner une perspective à quiconque nous écoute, c'est un taux de rejet supérieur à celui des centrales nucléaires locales. C'est fou de se dire ça, moins populaire que le nucléaire? Ah ouais. 7 personnes sur 10. Et cette colère, elle sort des tableurs. On a vu Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Ah oui, la remise de diplôme. Ouais, il s'est fait copieusement huer pendant son discours universitaire. Une figure tutélaire de la Silicon Valley qui se fait rejeter par la nouvelle génération, c'est un symbole fort. Il faut dire que ce n'est pas qu'une peur abstraite des robots, hein. C'est très matériel. Ce rejet rassemble d'ailleurs des spectres politiques totalement opposés. La gauche et la droite main dans la main? Absolument. Ils se rejoignent sur des angoisses pragmatiques, la pression énorme sur le réseau électrique et l'épuisement des ressources en eau pour refroidir ces fermes de serveurs. Donc, le centre de données n'est plus vu comme un hub d'innovation. Non, c'est vu comme un extracteur de ressources locales qui va juste enrichir des actionnaires à l'autre bout du pays. Ce qui m'amène au cas de l'Utah. C'est l'exemple parfait de cette collision. Ce projet ultra controversé, soutenu par Kevin O'Leary. Ah, O'Leary? Franchement, avoir ce gars-là comme visage public d'un projet d'infrastructure sensible, c'est jeter de l'huile sur le feu. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec son image de milliardaire un peu caricatural, qui s'affiche avec ses montres Cartier ou Rolex pleines de rubis, il cristallise toutes les rancœurs. Il devient le technocrate déconnecté qui vient pomper l'énergie de l'État. Et le plus ironique dans tout ça, c'est quand on regarde les spécificités techniques de ce projet en Utah. Sur le papier, les concepteurs avaient anticipé les critiques. Vraiment. Ouais. L'installation est prévue dans une zone super isolée. Ils ont leur propre système d'eau, leur propre production d'énergie. En théorie, l'impact sur la communauté locale est quasiment nul. Ah, donc ils sont autonomes. Mais la réalité sociologique écrase la réalité technique. Le projet se fait attaquer de toutes parts, juste parce que l'IA est devenue viscéralement impopulaire. Du coup, l'industrie cherche des portes de sortie. J'ai lu l'analyse de Ben Thompson sur Stratechery et il suggère un truc purement transactionnel. Ouais, pour acheter la paix sociale. C'est ça. Il prend l'exemple d'une ville comme DeForest, un peu plus de 11 000 habitants. Si un opérateur installe un centre qui génère 3 milliards de revenus, Thomson propose de donner directement 10 000 $ par an à chaque habitant. Un revenu universel financé par le data center. Exactement. Et ces calculs montrent que ça coûterait à peine 3,8% des revenus bruts. C'est malin sur le papier. Mais attends, j'ai quand même un gros doute. Est-ce que l'argent peut vraiment acheter l'acceptation sociale quand l'infrastructure est perçue comme un parasite environnemental? 10 000 $, ça ne ramène pas une nappe phréatique asséchée. Non, c'est sûr. Et ça n'empêche pas les coupures de courant en hiver. Franchement, ça me semble naïf et d'un cynisme absolu. Je suis certain que cette critique est légitime. C'est la limite du modèle de Thomson. Tu peux convaincre un maire avec un gros chèque, mais tu ne répares pas la confiance de la population. C'est clair. Et la Silicon Valley l'a bien compris, puisque s'imposer physiquement avec des mégacentres devient un bourbier, il reste une seule solution, la convergence des modèles vers l'utilité locale. Ce qui nous donne une transition en heure pour parler du secret d'OpenAI. Le fameux pivot. Alors que tout le monde regardait le battage médiatique sur GPT-5, ils ont discrètement lâché une bombe. Ils ont publié leur modèle GPT OSS 120B et 20B. OSS pour Open Source Software. Oui, mais surtout sous licence Apache 2.0, emploi ouvert. Est-ce que tu peux clarifier ce terme pour notre analyse co? Pour faire simple, publier les poids ouverts, c'est comme donner la recette chimique exacte d'un gâteau au gramme près. Au lieu de juste vendre la part de gâteau via Internet. C'est ça. N'importe quelle entreprise peut prendre cette recette et faire tourner le modèle sur ses propres machines, sans demander la permission. Et les specs sont dingues. Le 20B, il tourne sur un ordi portable vieux de 5 ans avec 16 Go de RAM. Pas besoin de cloud, pas besoin d'Internet. Et le 120B. Le 120B rivalise avec des modèles récents ultra performants et il tourne sur un seul MacBook Pro. C'est hallucinant la compression qu'ils ont réussi à faire. C'est grâce à l'architecture du mélange d'experts. Au lieu d'allumer tout le cerveau du modèle pour une question simple, le système dirige la requête uniquement vers le bout de code spécialisé.
Ça économise une puissance folle. On passe du bunker de béton hyper énergivore au petit logiciel fursif sur le PC d'un employé. Et c'est un mouvement stratégique de génie. OpenAI sait très bien que l'avenir n'est pas que dans le cloud centralisé. Les grandes entreprises, surtout celles soumises à de grosses réglementations, refusent catégoriquement d'envoyer leurs données sur le cloud. Oui, sécurité oblige. Les organisations très réglementées refusent d'envoyer leurs données dans le cloud. Elles exigent un contrôle total. Et cela nous amène à une réalité fondamentale du marché actuel. When even OpenAI realizes that enterprises demand total control over their data and need to run models locally to meet security requirements, it is clear that deploying AI requires serious management infrastructure. We want to thank our sponsor, AI Aria, for making today's briefing possible. AI Aria provides the enterprise-grade AI management platform that organizations need to turn raw AI potential into measurable, secure workflow automation inside their own environments. You can find their link in the show notes. Ce pivot vers le local est redoutable, mais s'infiltrer dans les serveurs des multinationales, ça ne suffit pas pour contourner le rejet public dont on parlait au début. Non, il faut aller plus loin. Il faut se rendre indispensable dans la vie de tous les jours. Et quoi de mieux pour ça que de s'attaquer aux finances personnelles? C'est l'ultime fossé concurrentiel. Le nerf de la guerre. On vient d'apprendre le partenariat entre ChatGPT et Plaid. Pour faire simple, Plaid, c'est le pont entre les applis et les banques. Donc là, l'IA a un accès direct en temps réel à tes comptes bancaires. Chase, Robinhood, Schwab. Plus de 12 000 institutions. Elle analyse les dépenses, les portefeuilles, les factures. Il y a même une intégration prévue avec Intuit pour les impôts. Et voici où ça devient vraiment intéressant. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est la création du fameux moat, l'avantage concurrentiel absolu. Attends, en quoi voir mes dépenses chez Starbucks donne un avantage si massif par rapport à un autre algorithme? Parce que l'algorithme en soi devient une commodité. On l'a vu avec les modèles ouverts d'OpenAI. Ce qui fait la valeur d'un conseiller financier, c'est pas juste son intelligence brute, c'est son contexte historique. Ah, la connaissance de mon historique financier. Voilà. S'il sait que tu mets 10% de ton salaire de côté tous les mois et qu'il connaît tes angoisses sur le prix de l'essence, il devient hyper contextualisé. Aucun concurrent ne peut rattraper 3 ans d'historique privé. Mais au niveau de la confiance, on parlait d'un algorithme qui a inventé des fausses lois l'année dernière, et là on lui donne accès à nos économies. C'est pour ça qu'ils utilisent Plaid. C'est la couche de sécurité. Plaid agit comme une vitre blindée sans teint. C'est-à-dire? L'IA regarde à travers la vitre, elle compte tes billets, elle analyse tout, mais elle n'a pas de bras pour agir. C'est un accès en lecture seule. Elle ne peut pas faire de virement, elle possède l'information, mais pas le pouvoir d'action, ce qui rassure l'utilisateur. Je vois. L'observation sans le danger de la manipulation directe. Et c'est fou, parce que pendant qu'on parle de cette infiltration totale dans nos vies, la machine capitaliste autour de l'IA, elle, trace sa route sans aucun frein. Elle est littéralement inarrêtable. Regarde la décision de justice d'aujourd'hui. Un jury vient de statuer contre Elon Musk dans son procès, son fameux procès existentiel contre OpenAI. Le procès de la décennie qui fait pchit. Totalement. Et tu sais pourquoi il a perdu? Sur un détail technique, non? Même pas. Un débat philosophique sur le danger de l'IA. Il a juste déposé sa plainte trop tard. Le délai de prescription est passé. C'est presque ironique. Ce n'est pas juste une défaite pour Musk, c'est la levée du dernier grand nuage juridique au-dessus d'OpenAI. Ce qui ouvre une voie royale pour leur introduction en bourse, leur IPO. On parle d'une évaluation à 1000 milliards de dollars US. Le contraste est vertigineux. Jamais une technologie n'a été aussi rejetée par le peuple et en même temps aussi valorisée par les marchés financiers. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On assiste à un remaniement forcé de notre infrastructure. Absolument. Ils ne peuvent pas construire leur data center géant, alors ils se glissent localement dans nos ordis. Et pour vaincre notre rejet culturel, ils s'insinuent dans nos finances personnelles. Et c'est là qu'il faut mentionner ce rapport du Financial Times, dans les sources d'aujourd'hui. Ah oui, sur les taux de natalité. C'est ça. Le rapport lie la chute mondiale des taux de natalité à l'adoption des smartphones il y a 20 ans. C'est un truc de fou. Un simple petit communicateur Internet, sorti il y a 2 décennies, a fini par provoquer un bouleversement démographique invisible. L'effondrement des naissances, ouais. Ce qui nous amène à une question existentielle pour conclure cette analyse en profondeur. Si un simple écran tactile a pu faire ça,
Quelles seront les conséquences sociétales invisibles en 2046? Excellente question. Sachant qu'aujourd'hui, on donne à une intelligence artificielle, une machine qu'on rejette physiquement de nos villes et de notre culture, un accès direct et permanent à notre logique d'entreprise et à nos finances les plus intimes. Ça donne matière à réfléchir, c'est sûr. C'est une pensée provocatrice qu'on laisse à notre audience. Merci d'avoir suivi notre exploration. Les implications sont gigantesques et on continuera de surveiller tout ça. Gardez l'œil ouvert.